Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, Franz Kafka. Franz Kafka est l'un des auteurs majeurs du XXe siècle. Il naît en 1883 dans le quartier juif de la ville de Prague. Laurent Seksic vient de publier un roman extraordinaire consacré à Franz Kafka. Bonjour Laurent Seksic. Bonjour, c'est ça. Kafka est mort très jeune, avant 40 ans. C'est par là que vous commencez votre roman. Pourquoi ? C'est la fin de ses jours qui m'a bouleversé d'abord. Et en réalité, je tournais autour de lui depuis des années en essayant d'écrire sur lui. J'avais écrit sur les derniers jours de Stefan Zweig, j'avais écrit sur le fils d'Albert Einstein. J'écris pour répondre à des questions. Pourquoi est-ce que Stefan Zweig s'est suicidé ? Pourquoi est-ce qu'Albert Einstein, qui était l'un des plus grands humanistes de ce siècle, avait-il abandonné son fils à l'hôpital du Bürgosli à Zurich en 1933 ? Pourquoi Romain Gary ne parlait-il jamais de son père ? Kafka, c'était une figure qui me hantait depuis des années. Je lui avais dédié ma thèse de médecin à l'âge de 28 ans. Et sa figure, celle du plus grand écrivain du XXe siècle, me hantait, m'habitait, comme sa pensée, comme ses écrits. Et j'ai commencé par écrire sur sa fin pour en réalité illuminer à travers le regard du jeune étudiant en médecine qui est le héros de Franz Kafka ne veut pas mourir, l'ensemble de sa vie. Donc c'est à la fois un point d'arrivée et un point de départ. Est-ce que pendant sa longue période de convalescence, Kafka continue à écrire ? Oui, Kafka ne s'est jamais arrêté d'écrire. Depuis l'âge de 17-18 ans, il commence à écrire. Il commence d'abord par écrire son journal, et son journal est une œuvre en soi. Son journal est une sorte d'atelier d'écriture. Si vous voulez connaître ce qu'est un écrivain, ce qu'est un grand écrivain, ce qu'est à la fois l'impossibilité d'écrire et l'impossibilité de ne pas écrire, il faut lire le journal. Donc il va à la fois commencer par le journal, et le journal, ce sont des brouillons de ses nouvelles et de ses 3 romans qui vont être, c'est un work in progress, qui vont être écrits, qui vont être remaniés sans cesse. Évidemment, sur le milieu de sa vie, qui bascule en 1917, la nuit du 13 août, lorsqu'il commence à cracher du sang et lorsqu'il est atteint de tuberculose. Là commence la deuxième partie de sa vie, avec une fin qui est promise, mais comme tout ce qui le porte, c'est une espérance, une sorte d'espérance vaine, il va continuer à écrire et il va continuer à rêver. Donc il écrira jusqu'à la fin de ses jours. Imaginez que la veille de sa mort, il corrigeait les épreuves de ses dernières nouvelles publiées. Franz Kafka est empreint d'une mélancolie profonde et parfois de désespoir face au monde. Vous faites dire à Kafka que des forces inconscientes dépassent l'impossibilité d'écrire. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? L'impossibilité d'écrire pour tout auteur et pour le plus grand des écrivains, Kafka. J'ai parlé de Zweig, mais Zweig est un écrivain du 19e siècle perdu au 20e siècle. Zweig, c'est le chantre du monde d'hier, un remarquable écrivain. Kafka, il y a quelque chose d'éminemment prophétique. Il a prophétisé d'une certaine manière dans ses écrits, dans Le Procès, dans Le Château, le nazisme, le stalinisme et le monde d'aujourd'hui. Il y a ce devoir de transmettre sa propre pensée qui était nourrie à la fois de littérature, de Talmud pour Kafka et d'expérience. Kafka était en quelque sorte le symbole du judaïsme pris comme une coquille d'œuf dans la diaspora. C'est-à-dire que son père, avec qui il nourrissait une forme à la fois d'empathie et d'aversion, son père qui était éminemment tyrannique, mais aussi aimant, lui avait donné une sorte de substrat de religion juive, tandis que Kafka, au contraire, était épris de la tradition juive de l'Est, et donc allait sans cesse voir le théâtre yiddish à Prague. Il y a donc ce devoir de transmettre sa pensée, sa vision du monde qui a nourri ses écrits. Est-ce que l'écriture, selon vous, est salvatrice en ça ? L'écriture est salvatrice et destructrice à la fois. C'est-à-dire qu'elle ronge l'écrivain et elle lui permet, en allant au plus profond de sa pensée, de ses hantises et de ses rêves, de dire le monde.
Et l'œuvre de Kafka permet de déchiffrer le monde. C'est une sorte de mystique sans Dieu, profondément nourri de judaïsme, qui permet à tout un chacun, en lisant Le Château, Le Procès, Le Disparu, de pouvoir déchiffrer le monde. C'est-à-dire que ce serait comme un religieux ferait avec de grands textes. C'est exactement ce qu'il fait. Comme une étude. C'est exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il y a chez Kafka, les nouvelles de Kafka sont comme une sorte de suite de Haggadah, de Haggadot, diront, en quête d'une doctrine qui serait la halakha. Et Walter Benjamin en parle très bien dans son interprétation des textes de Kafka. Il y a cela, c'est-à-dire une quête de sens éperdue dans toutes les nouvelles et dans tous les romans de Kafka. Et ce roman, Franz Kafka ne veut pas mourir, est en quelque sorte la recherche de ce sens-là, la recherche impossible de ce sens-là, portée par trois personnages, la sœur de Kafka qui a fini dans des conditions terribles à Auschwitz, emmenant les 800 enfants juifs polonais, les accompagnant de Theresienstadt. Il y a Dora Diamant qui, durant toute sa vie, portera la brosse qui a coiffé Kafka le dernier jour de sa vie et qui l'amènera finalement en Palestine, c'est ce que raconte le livre, et le déposera dans un kibbutz, une histoire totalement fabuleuse. Et il y a ce jeune Robert Klopstock, qui est l'un des trois héros du livre, qui va lui injecter la morphine, qui va en quelque sorte tuer Kafka, et qui va donner les dernières paroles de Kafka, implorant sur son lit d'agonie. C'est les derniers mots du plus grand écrivain du siècle, qui en réalité résument l'œuvre et la vie de Kafka, qui sont « Robert, tuez-moi, sinon vous êtes un assassin ». Vous parlez dans votre roman du rapport entre Kafka et son père. Pourquoi, à votre avis, il y a eu une opposition aussi forte ? Hermann Kafka est à la fois le terrible modèle d'une forme de père juif. Et Kafka est d'ailleurs le modèle du fils juif obéissant qui tente de se révolter. Kafka avait lu Freud, et c'est un condensé de ce que peut être la névrose juive, sublimée par le génie. Il y avait dans Hermann Kafka, et dans La lettre au père, qui est un témoignage absolument extraordinaire, il y avait dans cette relation père-fils, je crois malgré tout, le résumé de la relation que tout fils juif nourrit avec son père et que tout père juif vit avec son fils. C'est assez terrible à lire, c'est un mélange d'amour et de haine, mais voilà, en tant que fils juif, et éternel fils juif et père juif, moi j'ai quelque part tenté d'expliquer, d'avoir cette vision-là de La lettre au père, qui est une œuvre qu'il faut lire et qui traduit cette relation totalement folle, mais que chacun a vécu, d'ailleurs fils ou fille juif, le devoir, la culpabilité, l'amour et la passion dans ces familles ou dans nos familles. Vous citez des versets du Cantique des Cantiques pour dire l'amour de Dora pour Kafka, page 140. C'est un amour incommensurable. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin pour cueillir des lys. C'est lui, il vient, il bondit sur les montagnes, il court sur les collines, mon bien-aimé. Quelle influence a-t-il eu dans les œuvres de Kafka, selon vous ? Alors, Kafka était imprégné de culture, de littérature juive, et ce Cantique des Cantiques, qui est un des plus beaux textes de la littérature mondiale, est porté par Dora, qui elle était une juive polonaise venue d'une famille orthodoxe et qui était également nourrie à la fois de la beauté, de la splendeur du judaïsme, de ce rapport au père qui était un peu celui qui était celui de Kafka avec son propre père, et puis habité par une sorte de rêve et d'espérance qui était d'aller en terre promise à l'époque. On a parlé du rapport de Kafka avec les femmes, on a parlé du rapport de Kafka avec son père, avec le judaïsme. Quel rapport, selon vous, il avait avec Dieu ? C'est très intéressant comme question, parce qu'en réalité, c'est une œuvre sans Dieu. Il n'y a pas de Dieu dans le château, dans le procès. Et pourtant, selon de nombreuses interprétations, dont celle de Max Brod, et qui sont assez justes, il y a un rapport dans le château avec le domaine de la grâce, dans le procès avec celui de la justice, et dans le troisième de ses romans, Le Disparu en Amérique, avec le domaine terrestre.
Donc c'est quelqu'un qui, sans parler de Dieu, lorsqu'il parle de cette volonté d'accéder au château, c'est un peu comme une volonté d'accéder à la grâce, sous la pesanteur de la justice et écrasé par le domaine terrestre. Donc c'est une œuvre qui est sans Dieu, mais Kafka, on ne pourrait pas dire qu'il était... Sur sa religiosité, on peut s'interroger, mais il y avait la connaissance de ce dont il parlait, il y avait une espèce de foi sans Dieu, qui est permise aussi par le judaïsme en réalité. On a l'impression que tous vos personnages baignent avec ce questionnement en fait. C'est quelque chose comme si c'était un miroir pour vous, et j'attends pas de réponse de ça. Vous écrivez d'ailleurs, page 152, « S'il n'était pas né juif, n'avait pas grandi comme juif, il n'aurait pas été Kafka. C'était un solitaire, un homme qui savait. » Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ça signifie qu'il y a, au-delà de Kafka et au-delà des écrivains, en chacun d'entre nous, la volonté de cerner, de connaître le mystère de Dieu, le mystère de la vie, à travers ces mythes que sont Zweig, que sont Gary, que sont Kafka, d'essayer d'éclairer le mystère de cette histoire juive. On sait que le musée d'Israël a récupéré beaucoup de documents de la vie de Kafka l'année dernière. On sait que son rêve ultime aurait été de rejoindre la terre promise et de vivre peut-être à Tel Aviv. Comment, à votre avis, est né son sionisme ? Alors son sionisme est extrêmement contradictoire. À 20 ans, il était anti-sioniste. Il reprochait à Max Brod, qui deviendra le directeur du théâtre Abima, oui, outre que Max Brod aura permis de faire connaître l'œuvre de Kafka, alors que dans le testament écrit de Kafka, Kafka voulait qu'on brûle son œuvre. Max Brod a en quelque sorte trahi Kafka pour que le monde ait accès à la pensée de Kafka. Mais son sionisme, il est nourri d'abord de cette frustration dans le judaïsme qui lui est transmis par son père, qui est une sorte, j'ai dit, de coquille vide. Il est aussi, il est à la source, il y a Dora Diamant, l'héroïne de ce livre, qui, elle, a cette volonté de partir en terre promise et qui va lui faire découvrir d'abord une autre partie de la religion qu'il méconnaissait à Berlin. Dora est la seule femme avec qui Kafka aura vécu et qui va, avec lui, être habitée par ce rêve un peu fou, puisque au moment, durant la dernière année où Kafka rêve d'aller en terre promise, en Palestine de l'époque, il est tellement atteint qu'il n'aurait pas pu prendre le bateau pour y aller. Qu'est-ce que vous auriez envie qu'on retienne de votre livre sur ce que vous avez à dire, vous, personnellement, sur Franz Kafka ? Ah ouais, c'est une question, parce que c'est 5 ans d'écriture et c'est 350 pages de roman. C'est à la fois... c'est la tentative d'éclairer un homme que j'admire profondément, qui a beaucoup à nous donner. Et plus personnellement, c'est la continuation d'un travail personnel sur le tragique et la splendeur du destin juif. Merci beaucoup, Laurent Sexic. Merci à vous. C'est un livre extraordinaire. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très vite pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.